Quelle introduction! Bonjour à tous, bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. Aujourd'hui, on a un invité, déjà en partant, on peut dire un peu spécial, qui a remplacé notre introduction habituelle. Donc, Simon Van Weerel. Bonjour Simon. Salut, en forme? Écoute, du mieux qu'on peut l'être. Ouais, cool. Le printemps arrive, il commence à faire chaud aujourd'hui, on se dit. Aujourd'hui, il y en a... Ben, en tout cas, ici, il fait chaud, ici, il n'y a pas de neige. Dans Mais mon tu coin, me dis que dans ton coin, il y en a. ouais, j'habite dans le nord de Québec, là, fait qu'il y a une petite différence. Fait que pour moi, pour vrai, c'est comme j'allais dans le sud. Fait que, nord du Québec, j'aimerais quand même que tu me nommes un peu plus la ville, si tu veux. Sainte-Brigitte. Sainte-Brigitte, c'est à côté de Lac-Beauport. Fait que j'habite dans les montagnes. Il y a encore de la neige pas mal. Fait que moi, j'arrive ici, puis pour vrai, sérieusement, peut-être 6-7 degrés de différence. Là. Fait que je suis en voyage un matin. Là. Puis là, par ici, on est au studio, bien entendu. Donc, on est quand même aujourd'hui à Montréal. Il fait, je pense qu'il annonce 14. Fait que ça va être tout un choc pour toi. Parce que chez vous, je pense que tu me disais qu'il y avait encore plusieurs pieds de neige. Quand même pas mal. Pour ça, quand tu me dis, hey, on fait le podcast et tout, puis faut que tu viennes à Montréal, j'ai fait, tout le monde, des fois, c'est encore faut que je fasse la route, ça me tente pas, là, mais let's go, on y va. C'est sûr que passer de 5 à 10 pieds de neige à 14 degrés, Effectivement. je serais probablement heureux, moi aussi. Donc, Simon, aujourd'hui, en fait, on va faire une série avec toi. Mm-hmm. Donc, les séries, dans le fond, t'es planificateur financier, mais je vais quand même te laisser te présenter tes différentes formations. Mais planificateur financier, conseiller en sécurité financière, fiscaliste, être humain, beatboxer, on vient de l'entendre, c'est toi qui as fait l'intro. Je vais t'avouer que t'es pas mal le premier fiscaliste que j'entends qui peut faire du beatbox de qualité. C'est très possible. Oui, je vais rajouter de qualité, parce que j'ai vu quand même quelques vidéos de toi sur scène. Cool. Je vais dire de qualité, t'es bon. Fait que, on va voir à travers les trois épisodes de podcast si t'es aussi bon en assurance vie qu'en beatbox. Parce que oui, aujourd'hui, les trois prochains épisodes, ça va être, on parle d'assurance vie. Mm-hmm. On voit énormément de finfluenceurs sur les réseaux qui nous parlent d'assurance vie. Les trois épisodes, comment est-ce qu'on va les séparer? Au début, aujourd'hui, on parle plus contexte, les éléments de base. Dans le deuxième épisode, on va commencer à rentrer un peu plus sur les aspects fiscaux de l'assurance vie. Et dans le troisième épisode, là, on rentre dans les fameuses planifications qu'on voit en ligne, mais plutôt que d'avoir des vidéos de 30 à 45 secondes, on va prendre le temps de rentrer dedans puis de décortiquer un peu soit ces mythes ou réalités, savoir si c'est vraiment des planifications. Wow! Puis voir si tout le monde demain matin, on peut devenir sa propre banque. C'est bon. Donc, Simon, qui es-tu? Dans le fond, j'aimerais un peu que tu me parles de toi, tes formations, où est-ce que tu travailles? Ouais, ben, tu sais, roughly, 32 ans, fait 12 ans que je suis dans le domaine des services financiers. J'ai mon bac en admin, maîtrise en fiscalité, mon titre de planificateur financier aussi. J'avais des permis en placement avant, je les ai laissés tomber pour me concentrer uniquement sur tout ce qui est plus fiscalité puis assurance. Fait que j'ai justement aussi mon permis en assurance qu'on appelle en pratique conseiller en sécurité financière, qui en français veut dire j'ai le droit de faire des recommandations d'assurance vie, invalidité, maladie grave. Mais 95 % de ma pratique, c'est des dossiers d'assurance vie corpo. Là. Fait que c'est des entrepreneurs qui ont des besoins d'assurance vie, qui ont besoin d'un fiscaliste ou d'autres conseillers, parce que je travaille avec d'autres conseillers aussi. Là, c'est quand même ça, puis on va en parler un peu plus tard. Là. Ma pratique, j'ai des clients directement, mais j'ai aussi d'autres conseillers financiers comme clients également qui veulent collaborer dans des dossiers plus compliqués, que je les aide à travailler ces dossiers-là en assurance. Là. Ouais. Fait qu'avec d'autres conseillers en sécurité financière, vous vous aidez à monter des dossiers. Oui, c'est ça, exact. Je pensais, moi, que c'était un domaine que tout le monde était chacun pour soi. Puis c'est encore de même. Survivre, puis les autres. C'est encore de même, mais au cabinet chez Symbiose, pour vrai, on s'est dit, gars, pour vrai, on a notre business, ça va bien, on a une belle clientèle, mais on veut aussi avoir une branche de notre business qui est de donner du service à d'autres business qui ressemblent à la nôtre. Là. Okay. J'appelle ça décloisonner les silos. Là, parce qu'il y a vraiment un paquet de réseaux de distribution. Fait que, mettons, tu as une banque, tu as un assureur, tu travailles directement avec un assureur ou tu es indépendant. Mais même dans les réseaux indépendants, tu as plein de micro-réseaux indépendants. Puis tu as raison, là, dans mon domaine, souvent le monde sont comme on va garder nos secrets pour nous autres, puis on va comme pas s'aider. Mais en tout cas, moi, naturellement, je suis pas de même, puis au cabinet non plus. Fait qu'on s'est dit, why not? On va partager le plus de connaissances possible, puis on va travailler en équipe. Là. Cabinet, juste le répéter, c'est. Symbiose Groupe Financier. Symbiose Groupe Financier. Dans le fond, on va quand même le mentionner par souci de transparence, puis nous, ça va être indiqué. Et le cabinet commandite l'épisode d'aujourd'hui, ainsi que les deux prochains. Et qu'est-ce que vous faites chez Symbiose, exactement? La première branche, c'est qu'on est un cabinet d'assurance de personnes, d'épargne collective puis de planification financière. Fait
On distribue de l'assurance, on distribue des fonds mutuels, puis on fait de la planification financière. Puis on a aussi un volet planification financière à honoraires aussi. On n'est pas obligé, mettons, les clients chez nous, puis là, je vous le dis, là, c'est quand même rare aussi dans le domaine, là, des clients qui voudraient avoir des services, des conseils en planif, mais qui ne veulent pas transférer leur portefeuille puis qui ne veulent pas donner, mettons, en gestion leur placement parce qu'ils sont comme gèrent ça eux-mêmes puis sont à l'aise à faire ça. Puis c'est bien correct, mais on peut quand même leur donner du conseil parce qu'on a un modèle aussi à honoraires. Là. Fait que les gens peuvent nous payer, comme un comptable ou un avocat, là, peuvent nous payer par mandat pour faire de la planif là, pour eux autres ici. Là. OK, parce que d'habitude, un planificateur financier va gérer les placements. Ouais, tu as un frais de gestion. Il y a un frais de gestion pour les placements. Tu as le frais produit, ça c'est le frais du produit de placement en soi, puis tu as le frais de gestion par-dessus, qui est pas le frais de gestion, mais tu as le frais d'honoraire qui est comme par-dessus le produit pour distinguer les deux. On appelle ça des fonds en série F, là, c'est de plus en plus le même dans l'industrie. Mais ça, c'est comme tout le produit. Fait que je suis payé juste si tu transfères des placements, mais nous, on a un modèle aussi on a ça, là. Genre, tu veux pas gérer tes placements, pas de trouble, on va s'en occuper. Mais pas moi parce que, en tout cas, bref, c'est ce volet-là, c'est plus du monde, d'autres personnes à l'interne dans le cabinet, mais en tout cas, des collègues vont s'en occuper. Puis sinon, quelqu'un qui est comme moi, je veux pas transférer mes placements chez Wealthsimple ou une autre place, mettons chez Banque Nationale, whatever avec qui. Mais je veux du conseil pareil, mais pas trop. Tu peux faire affaire avec nous autres quand même. Oui, c'est ça, exact. Pour que le monde ait accès au conseil, sinon, même si tu as 100 000 à investir, il y a bien des conseillers qui ne prendront pas, mais tu mérites quand même d'avoir du conseil, même si tu ne transférais pas 100 000 ou whatever. Là. Ça, je sais que c'est quelque chose qu'on avait parlé dans le podcast avec Infini, les planificateurs financiers qui disent « Ah, moi, mes clients, il faut qu'il y ait minimum 1 million à placer. » Disons que parfois, il y a certains planificateurs financiers qui mettent des seuils un peu élevés, que c'est comme « OK, pas mal sûr que je viens de voir avec 100, 250 000, tu vas me prendre pareil. » La plupart du temps, c'est oui. Mais... À moins que tu es vraiment spécialisé pour vrai dans une niche très, très, très précise, mais oui, tout à fait. Là. Mais tu sais, pour vrai, honnêtement, là, moi, je me dis power to the consumer. Là. Honnêtement, là, genre, si le client devrait choisir comment il veut faire affaire avec son conseiller. Fait que, pour vrai, s'il veut gérer ses placements puis payer à côté des honoraires comme un avocat, un comptable ou whatever, ben, go, vas-y. Mais ça, c'est le placement. Puis, au niveau de l'assurance, qui est le principal de notre discussion, les assurances, ça, c'est ta commission. Là. Ça change pas. C'est pas genre, je te facture pour le conseil. Puis, non, quand on vend de l'assurance, il y a une commission. Là. Puis, quelle est ta clientèle cible? Fait que c'est qui que tu vises particulièrement? Mettons, moi mettons, comme conseiller planif fiscaliste, ma clientèle cible, c'est d'autres conseillers qui, eux, ont des clients qui sont multimillionnaires, qui, idéalement, ont déjà compagnie de gestion en place, société opérante, une structure corporative quand même complexe. Parce que moi, je travaille presque juste des dossiers où ça vaut la peine de mettre des polices d'assurance vie permanente dans des dossiers. Ça, c'est le cœur de ma job. Tu sais, du monde qui ont déjà une couple de millions dans une compagnie de gestion ou qui vont avoir une couple de millions dans une compagnie de gestion. Il y a de l'impôt à payer au décès. On a plein d'immeubles. On n'a pas la liquidité pour payer l'impôt au décès. Ou on a la liquidité pour payer l'impôt au décès, mais on se rend compte que mathématiquement, d'avoir une police avec 164.6, ça va mieux. Ben, moi, je travaille juste ces dossiers-là, dans le fond. Là. On va faire attention pour celui d'aujourd'hui de ne pas rentrer trop dans les articles. Ouais. En tout cas, ben, mais tout ça pour dire que c'est généralement, on va dire des gens fortunés. Oui, c'est ça, oui, exactement. Puis moi, ça, c'est ma clientèle cible. Fait que les conseillers qui ont ces clients-là ou ces clients-là, moi puis eux directement. Sinon, au cabinet, on a différentes tranches de clientèle qu'on peut desservir aussi. On n'est pas limité à juste des entrepreneurs. Clientèle fortunée, on s'entend au Québec, on a vu là, juste il y a une couple d'années, quand il envoyait son 500$ à tout le monde qui faisait plus que 100 000, 94% de la population y a eu droit. Des clients qui ont 1 million. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a quand même. Mais si tu travailles dans cette clientèle-là, dans ta tête, en tout cas, c'est ça. Dans l'année, il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas de tant. Statistiquement, non. Mais autant... C'est ça qui est drôle. Autant le monde qui ont moins de sous, moins de, mettons, de capital social ou de capital financier sont moins bien servis par mon industrie, autant ceux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sont pas nécessairement aussi bien servis. Ils sont plus vus comme hey, t'as de l'argent, je vais te vendre de quoi, puis je vais pas me casser la tête. C'est comme les extrêmes qui sont mal desservis. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben, comme fiscaliste, puis juste parce que j'ai du fun intellectuellement à travailler ces dossiers-là plus compliqués, ben, je vais juste servir cette clientèle-là. Puis ben, peut-être de plus en plus, éventuellement, je ferai de la philanthropie pour genre équilibrer le fait que c'est beau aider du monde qui ont de l'argent d'en avoir plus. J'adore ça, mais on peut redonner souvent aussi. Là. Ça tombe bien que tu parles de philanthropie parce que c'est sûr qu'un des aspects que je vais te questionner, c'est à savoir les gens qui ont moins de ressources. Comment, parce qu'on entend souvent des influenceurs grâce à l'assurance vie, créer de la richesse intergénérationnelle, etc. On en parlera. Fait que, oui, ça va être un des sujets qu'on va aborder. Et là, je te pose la question directement parce que tu m'as donné carte blanche sur les questions que je pouvais te poser. Es-tu un vendeur? Parce qu'on s'entend. Tu me dis que tu es un courtier, on entend souvent parler, surtout les courtiers en assurance vie. On a entendu parler, là, puis par expérience, je peux connaître des gens qui sont fait vendre, des gens
qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui se sont fait vendre des polices assurances-vie que, même si je connais pas ça, je commençais à regarder ça, puis je vais bien, ben, ma mère, carrément, la première personne, s'était fait vendre une assurance-vie que je savais pas, puis à un moment donné, elle m'annonce qu'elle a ça, puis je regarde dans ses papiers, je dis, mais ce que tu as acheté là, c'est de la MARDE. Je veux dire, tu dois mourir pendant ta job, puis qu'il arrive telle affaire, puis que je suis comme, les chances que ça t'arrive, là, sont minimes, là. Sors-toi de là, puis là, finalement, c'est sorti de là, puis le gars qui était venu pour essayer de dire, comme, non, reste là, c'était un gars qui avait zéro connaissance dans le milieu. Il était pas à l'AMF, il avait pas de titre professionnel. Je sais même pas s'il y avait un secondaire 5, puis c'était juste pris pour, comme, en tout cas, bref. Fait que là, après t'avoir dit ça, c'est pas une bonne question de dire es-tu vendeur, mais t'es un gars assez franc. Es-tu un vendeur de char? Façon de parler. Je suis pas un vendeur de char parce que je vends pas des chars, là, mais ta question est bonne. Puis pour vrai, dans notre industrie, puis pour connaître du monde qui font de la recherche, personnellement, là, j'ai du monde dans mon entourage qui sont des chercheurs en droit des services financiers, notamment. Là. Puis je suis d'accord avec ce postulat-là, c'est que tu as comme deux mondes en même temps. Tu as le côté professionnel. Tu es genre, bon, mais tu es planificateur financier, tu as une maîtrise, tu as plusieurs années d'études. Tu as du conseil que tu peux faire à un horaire. L'acte de faire du conseil en planification financière, c'est un conseil qui est professionnel. On s'entend. Mais ça, tu ne vends pas de produits, c'est juste le conseil en soi. Puis en parallèle, tu as les produits. Fait que distribuer des fonds mutuels, distribuer des valeurs mobilières, distribuer de l'assurance. Puis quand tu distribues des produits en assurance au Québec, on a des commissions. Donc, moi, quand je distribue un produit, cet acte de distribution-là, oui, je suis un vendeur. Dans le sens que au sens de la LDPSF, là, qui est la loi sur la distribution de produits et services financiers, je suis un représentant, mais mettons économiquement, je regarde tous mes produits disponibles de différents assureurs, je le prends à sa tablette, puis je l'offre au client. Si le client achète, j'ai une commission. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la vente? Oui. Par contre, la vente doit être expliquée puis soutenue par tout ce qui est, mettons, les règles de déonto, les règles professionnelles, à l'AMF, etc., etc. Fait que honnêtement, tu as les deux en même temps. Il y a de la vente de produits. Le client achète une prime, il achète une police d'assurance. Je ne vais pas dire, mais non, il n'y a pas de vente. Oui, il y a de la vente. C'est juste qu'il faut qu'elle soit justifiée. L'important, c'est que ça soit logique et justifié. C'est le nerf de la guerre parce qu'au pire, tout est une vente. Là. Un service professionnel, tu vends un mémo corpo, là, c'est une vente pareille. C'est juste que tu vends le service. T'sais. J'aime quand tu dis justifié. Est-ce que. Puis là, on s'entend des règles de déontologie, fait que si t'as pas la réponse, c'est pas grave. Mais si vraiment là, un produit est vendu et ne fit pas pantoute avec les besoins de la personne. Je ne parle pas de quelque chose, c'est juste une interprétation, mais vraiment, là, c'est clair comme quoi. C'est clair, là, la personne, là, elle travaille, elle a son loyer, elle n'a pas plein d'actifs, son impôt au décès n'est pas énorme. Puis là, elle se fait dire que ça lui prend une assurance vie permanente de 3 millions participative parce que sinon, ça tu refinanceras ta maison pour payer ça. Non, mais tout ça. C'est ça, là. Puis là, tu regardes ça et tu es comme, OK, non, c'est pas du tout. Ça ne fait pas avec quel était son objectif. Est-ce que tu as des recours dans ce temps-là contre le. C'est pas mais oui, là. Oui, tu as des recours, là, assurément, parce qu'on est réglementé. Là, mais c'est quoi tes recours, les étapes? Ça, je peux pas embarquer là-dedans, là, mais oui, assurément. Tu as des recours, puis oui, ça peut arriver qu'une recommandation fait clairement pas de sens. C'est juste que faut que tu le saches. Tu sais, le vendeur, excuse-moi, pas le vendeur, mais le courtier qui vend toujours le même produit à tout le monde. Là. One size fits all. Ouais. Lui qui vient te voir et qui dit moi, cette assurance-là, c'est celle-là que je vends à tous mes clients. Ouais. Ça, est-ce que ça devrait me sonner une cloche? Je dis comme Assurément. Okay. Assurément, même quelqu'un qui est spécialisé. Mettons, moi, là, tous mes dossiers, c'est des dossiers corpaux. Ou presque. C'est 95 mettons. Là. Mais oui, je me spécialise dans un produit qui est très niché, puis la fiscalité d'un produit qui est très niché, qui est l'assurance vie permanente, justement, dans des compagnies, dans une société par action. Des fois, on est fiducie, mais c'est plus rare. Oui, on a des produits qui font en moyenne plus de sens souvent que d'autres, mais il faut quand même que tu fasses du sur-mesure dans les contrats parce qu'il y a manière de. Il y a des clauses dans les contrats, il y en a qui sont plus garantis que d'autres, il y en a qui ont moins de garanties. C'est compliqué, là. Fait qu'il faut que tu fasses du sur-mesure pareil. Puis moi, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit dans la vie, j'ai réalisé dans le temps là, que je suis pas un gars de volume tant que ça. Tu sais, du monde, il y a des conseillers qui ont plein de clients, puis là, ça roule. Moi, j'aime mieux avoir moins de dossiers, mais que chaque dossier sont plus compliqués, ils prennent plus de temps, puis que j'aille le temps de réfléchir. Puis on va se le dire, c'est comme c'est lucratif de spécialiser dans un domaine comme ça. Mais moi, j'ai plus le temps de faire ma recommandation, j'ai plus le temps de faire mes analyses comme du monde. Les dossiers prennent plus de temps, sont plus compliqués, mais j'ai plus de fun. Puis, en me disant que je travaille juste avec du monde qui sont en business, mon préfil de est-ce que ça fit le produit, mettons, d'assurance vie permanente, par défaut, il est comme fait d'avance un peu. Parce que
tu travailles au gouvernement, tu gagnes 60 000 par année, tu n'as pas besoin de ça, là, ça n'a pas rapport. Là, prends du temporaire de titre. Là, mais si tu es en business, tu es multimillionnaire, il y a peut-être des chances que ça vaille la peine, mais pas nécessairement. Mais j'ai déjà mon peut-être. Fait que, ça vaut la peine qu'on se penche pour regarder, mais il y a d'autres cas que c'est quasiment sûr que ça vaut pas la peine. Fait au pire, je fais juste pas traiter avec toi déjà d'avance. Fait que, tu comprends-tu? C'est une manière de filtrer et de t'assurer d'avance que ce que tu vas recommander a plus de chances de faire du sens. T'sais. Je comprends. Fait que si tu me permets, maintenant, on va rentrer un peu plus dans les produits. Ouais. Maintenant qu'on a établi ta crédibilité. Ouais. Je veux qu'on revienne à la base pour que tout le monde puisse partir du bon pied. Parce que ça sera pas tous, je te dis tout de suite, ce sera pas tous des millionnaires qui vont regarder le podcast. Of course. fait que juste revenir à la base. On va donner de la valeur à tout le monde. Parfait. Exact. Ouais. C'est une assurance-vie temporaire permanente. C'est quoi la différence? Ben si on retourne à la base. Base. OK. Ouais. Ben simple. C'est comme... First, la plupart du monde, le gros de leur assurance-vie, ça devrait être du temporaire. Mais c'est quoi une assurance-vie temporaire? Ouais. OK. Exemple. Comment ça fonctionne? OK. First, tu calcules ton besoin d'assurance. OK? C'est quoi un besoin d'assurance? C'est qu'on fait une simulation un peu macabre, là, de genre, si tu décèdes demain matin, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Et est-ce qu'il y a des gens qui, à cause de ton décès, vont être dans le pétrin? As-tu des partenaires en affaires? As-tu une famille, des enfants? Qu'est-ce qui se passe? Fait que mettons que tu as quelqu'un qui nous écoute, qui a une famille, des enfants, qui travaille, une bonne job, mais que, mettons, début trentaine ou début quarantaine, fort probablement que s'il décède demain matin, ça va être tough de payer l'hypothèque. Les enfants, on a les régimes enregistrés d'épargne études à fouler à chaque année. On a peut-être... on veut continuer à faire des voyages. Mais tu sais, si tu as un salaire qui part, il faut couvrir cette valeur économique-là, même si la personne est décédée. Fait qu'on va venir faire un calcul de dire, bon, ben, il faudrait peut-être remplacer ton salaire pendant 20-25 ans jusqu'à temps que tes enfants soient autonomes. Tu as peut-être des dettes, on veut les couvrir aussi. Tu peux peut-être faire un don à une fondation. On va tout faire un calcul. Puis pour vrai, la part du monde, le besoin d'assurance-vie va être entre 500 000 et 2 millions à peu près. Okay. La plupart du monde. Puis là, on se dit parfait, 500 000 à 2 millions, c'est quand même du cash. Puis en plus, c'est net d'impôt. Quand tu décèdes, c'est versé net d'impôt. Mais on revient à la base de quelqu'un qui gagne peut-être 50, 60, 70 000 par année, n'a pas 10 000 par année à mettre dans de l'assurance. Là. On s'entend? C'est clair. Bon. Fait qu'il faut avoir le plus de capital possible pour le moins de primes possible. Puis c'est à ça que ça sert l'assurance vie temporaire. C'est-à-dire, bon, ben, mettons, pendant 20 ans, tu vas te couvrir pour 2 millions. Ça va peut-être te coûter entre 800 000, pas 800 000, 800 $ par année ou 1200, 1500 par année, à peu près, tout dépendant des âges. Tu es une femme, un homme, etc. Il y a beaucoup de critères quand tu fais. On a déjà fait les tests d'assurance-vie, tu as un méchant questionnaire. Tu as un gros questionnaire et tout. Oui. Mais ça va coûter pas cher par rapport au capital. Mettons 1000 $ par année, tu as ton 1 million ou 2 millions, ta prime est fixe. Si jamais il arrive de quoi, tu es couvert, puis ça te donne du cash flow pour mettre de l'argent dans ton REER, profiter de la vie aussi, etc. L'assurance vie, c'est vraiment, je paye pour une protection. That's it. L'assurance temporaire, je loue, entre guillemets, ma protection. Je paye une prime qui n'est pas chère, j'ai pas de placement dans mon contrat, j'ai pas d'affaire d'infinite banking, rien de compliqué. Je paye ma prime, je suis couvert. Si je meurs pas, good job, tu as réussi de gagner, ben that's it. Là, si tu meurs pas, tu reçois. Parce que la temporaire, de ce que tu me dis là, c'est que ça va être pour une durée limitée. Oui. Fait que ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. J'imagine temporaire 100 ans, ça n'existe pas. Là, mais oui, ça existe. Ça existe à la base. C'est du permanent sans valeur de rachat. Oui, ça existe. OK. Mais normalement, une temporaire, c'est que ça va avoir une durée de vie. Ouais. Façon de parler de durée de vie. Une durée que ça va exister, une durée d'existence de 5, 10, 15, 20, 25 ans pour les fins de discussion. Oui, mettons. Puis si jamais tu n'es pas décédé dans cette période-là, ben tant mieux, tu n'es pas décédé. Tant pis, tu ne seras plus assuré, par exemple, je la prends à 30 ans pour 25 ans, à 55 ans plus un jour, si je ne suis pas mort, ben l'assurance vie n'est plus valide, je ne reçois plus mon argent. Puis, sauf que j'ai tout couvert pendant cette période-là à un prix beaucoup moindre que si j'avais pris une permanente. Ouais, peut-être 20 fois moins à peu près. C'est ça, c'est vraiment même, moins cher. Mais tu vas être quand même couvert après, mettons, après 25 ans, si tu prends un temporaire 25 ans, tu vas être encore couvert parce que l'assureur va juste renouveler ton terme. C'est comme un terme, mettons, d'hypothèque. Là. Okay. Tu vas figer ta prime pendant 25 ans, puis après 25 ans, ça va juste augmenter vraiment full. Okay? Mais le but, c'est pour bien du monde, mettons, monsieur, madame, tout le monde, le but, c'est de se dire, peut-être après 20 ans, je vais avoir assez d'actifs, mon hypothèque va être remboursée ou whatever. Ça se peut que j'ai plus besoin de cette assurance-là. Ou si j'en ai encore besoin, puis tu es en bonne santé, mais on va peut-être prendre juste un autre contrat qui va coûter moins cher que la prime de renouvellement. Tu comprends? OK, parce que tu n'es pas obligé de renouveler après 25 ans. Non, n'importe quand, même si tu prends un temporaire à 25 ans, après 8 ans, tu reçois un héritage de 15 millions, tu n'as plus besoin, tu n'en veux pas. Mais si tu reçois un héritage de 15 millions, ça se peut qu'il y ait d'autres stratégies de bonification à faire, là, mais mettons que tu es comme j'en veux plus. Ben, tu peux l'arrêter quand tu veux. Tu annules ça, puis c'est tout. Il n'y a aucun problème. Fait que, tu sais, c'est temporaire, ça coûte pas cher, c'est flexible, ça donne beaucoup de capital d'essai. Mais d'un point de vue actuariel,
c'est quoi les chances que tu meurs entre 30 ans et 50 ans? Ils sont très faibles. C'est pour ça que ça coûte pas cher. Puis si ton but, c'est de garantir qu'il y a quelque chose qui va être laissé à ton décès, donc vers l'espérance de vie, c'est pas du temporaire que tu vas prendre. Fait Mais que du temporaire, par exemple, quand j'arrive à 60-75 ans, c'est peu probable qu'un assureur veuille me donner du temporaire 15 ans, par exemple. c'est possible, là, mais c'est Mais ça juste va coûter la totale. ça va coûter cher. Là. Ça va OK. coûter cher. Puis souvent, encore une fois, monsieur, madame, tout le monde, au début de soixantaine, tu n'auras pas besoin d'assurance temporaire, sauf de très petites exceptions. Souvent, du temporaire dans ces âges-là, puis même ça, c'est rare. Ça va être des cas corpaux que je me suis parti en business, j'ai 60 ans, j'ai une convention d'actionnaire qui a des clauses de rachat forcé, justement, s'il y a un actionnaire qui décède. Là, je suis comme, ouais, j'ai 60 ans, ça va me coûter cher, même si c'est du temporaire. Gars, oui. Là, tu vas calculer, tu prends-tu du permanent pour le même coût? Je me Je comprends, mais ça, c'est du cas par cas. C'est ça. C'est du cas Parce par que cas. là, Là. vraiment, je suis revenu, OK. Fait que là, ça, c'est la définition de temporaire. Temporaire, ouais. Permanente, à contrario, ça le dit, c'est permanent. Ouais. Ça serait, tu me dis si ma compréhension est pas pire, c'est moi l'élève ici et toi le professeur. Fait que la permanente, ça serait celle qui dure, à condition que tu payes, qui dure jusqu'à ton décès. Mhm. Fait que peu importe ce qui arrive, là, on te donne tu vas avoir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 28 millions. Parfait, on calcule en fonction de ta condition médicale, ton âge, fumeur, alcoolique, etc., drogué, puis toutes les autres affaires, ce que tu fais dans la vie pour tes risques de décès, puis tout. Ouais. Et on arrive avec une prime qui, j'imagine que vu qu'elle est permanente, peut varier avec le temps. Ça dépend des contrats, là, OK, mais on va faire ça simple. On va rester... juste bien simple, avant de rentrer, on va rentrer après de que une assurance oui. permanente, ça peut inclure des choses, mais permanente, c'est, tu sais, je prends Le plus simple, c'est ça. temporaire 100 ans. Comme tu as dit tout à l'heure, là. C'est un contrat permanent parce que comme ça te couche jusqu'à 100 ans, mais même après. Là. La prime, mettons, 2 millions d'assurance vie, mais au lieu d'avoir un terme de 20 ans qui, à chaque 20 ans, va jump jusqu'à 80, 85 ans, tout dépendant des polices, mais là, tu vas avoir une prime fixe à vie jusqu'à 100 ans. Fait que t'es couvert à vie. Là, OK? C'est juste si tu vis jusqu'à plus que 100 ans, la vont... hausse va être incroyable. Non, tu n'auras pas de hausse. T'auras pas de hausse. On considère qu'à 100 ans, tu es payé, tu es couvert, puis tu as good job. Tu t'es rendu à 100 ans, on va te laisser tranquille, tu vas te payer. Ouais, c'est ça. On va te couvrir. Exactement. Vous êtes gentils, les assureurs? Encore là, il faut. Moi, je suis pas un assureur, mais encore, il faut lire le texte du contrat, évidemment. Là, parce qu'il y a plein de produits. Oui, c'est ça. Il y a plein de produits puis il y a plein de nuances. Là, mais généralement, un bon contrat d'assurance vie temporaire 100 ans, ça te couvre à vie. C'est juste que tu n'as pas de placement dans le contrat parce qu'on va le voir éventuellement. Il y a des polices d'assurance vie que tu payes, oui, pour te couvrir, mais tu peux surcotiser dans le contrat aussi pour faire du placement à l'intérieur de l'enveloppe qui est l'assurance vie permanente. Je comprends. Mais ça règle l'histoire. On va rentrer dedans parce que moi, je veux juste te ramener à la base. Fait que la permanente, c'est elle dure jusqu'à ton décès. Tu as une prime. Tu as une prime qui est fixe. C'est sûr qu'à ton décès, tu décèdes. Exactement. Ça s'en va au bénéficiaire que tu as choisi. Exactement. Tu peux. Justement, ça va. OK. À part permanent, temporaire, y a-t-il d'autres qui existent ou c'est les deux seuls types? Le reste, c'est que c'est les sous-familles. C'est ça, c'est les sous-familles. Ouais. C'est les deux grandes familles, puis tout le reste, c'est que c'est une permanente participative, machin, qu'il y a plein de choses, ou temporaire, qu'il y a X, Y, Z. Exactement. Mais c'est les deux grandes familles. Il n'y a pas d'autres familles. Exactement. Il n'y a pas d'hybride quelconque qui peuvent exister. Là, tu peux avoir du permanent avec un avenant temporaire à côté, mais les deux grandes familles, c'est temporaire, permanent. Puis ce que les gens, faut qu'ils retiennent, c'est que pour la plupart des gens, c'est du temporaire qu'il faut prendre. Pour la plupart du monde. Genre 95% du monde. OK. À cause du budget limité pour se couvrir, que s'il arrive de quoi, on ne veut pas payer cher pour avoir une grosse couverture. Puis la plupart des gens ne sont pas en mode je vais en laisser le plus possible à mon décès. Ça, c'est ma clientèle. Là. Mais mettons, monsieur, madame, tout le monde sont comme mais là, je veux profiter de la vie à ma retraite. Je ne veux pas prévoir en laisser 8 millions à mes enfants. OK, c'est bien correct. Mais tu ne vas pas surcapitaliser dans un contrat dans le but d'en avoir plus. Tu comprends? Oui, ouais. Fait que temporaire pour la passe du monde, permanent pour des cas précis. Puis là, on rentre justement bénéficiaire. C'est quand je veux prendre une assurance vie, c'est quoi les différentes personnes impliquées? C'est quoi les différents. Ma question n'est pas claire. Les intervenants. C'est ça. Ouais, c'est quoi le rôle des différents intervenants, là? Ça, à peu près. Vas-y. Ben, tu as le client ou sa société, là, mettons, là, qui. 100 personnes qui ont une société. Juste moi, là, je viens de voir le père de famille. Ouais. Justement, tu me dis, tu sais, écoute, si jamais demain matin, je décède, je veux m'assurer qu'il y a un revenu qui rentre, que mes enfants, le REE est rempli, que l'hypothèque va être capable d'être payée, etc. Tu sais, je comprends que moi, je suis celui qui je vais être l'assuré. Fait que l'assuré, c'est la personne qui... sur qui le risque repose. La tête, c'est ça, c'est le contrat sur la tête de l'assuré.
C'est quoi les autres rôles? Bénéficiaire, ben, même pas, je pense pas, héritier. Tantôt, tu parlais de propriétaire remplaçant. Tu sais, propriétaire de la police, c'est-tu moi ou ça peut être. Est-ce que le propriétaire de la police, c'est la même personne que l'assuré? Est-ce que le bénéficiaire, ça peut être le propriétaire? Un peu, c'est quoi Ouais. ces rôles-là? Tout s'ajuste, mais dans la plupart des cas, mettons un cas classique, père de famille qui veut se protéger en temporaire 20 ans, 2 millions pour protéger sa famille puis payer ses dettes au décès, mettons. Lui, il va être propriétaire du contrat. Le père de famille va être l'assuré aussi. Puis le bénéficiaire, ça va être soit sa conjointe, normalement, directement, ou dans le contrat, va venir écrire que le bénéficiaire, c'est, mettons, la succession, les ayants droit, etc. Pour que le cash, au lieu que ça soit légué direct, ça soit versé directement à la conjointe, ça va être dans succession. Puis là, petit aparté, ce bout-là, ça va dépendre normalement de est-ce que tu veux, si tu veux envoyer l'argent dans la succession, c'est tu veux-tu prévoir, mettons, une fiducie testamentaire ou des clauses d'admin prolongées pour gérer ces sommes-là. Puis souvent, c'est quand tu veux que l'argent ait un enfant, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, ça dépend des dossiers, là, mais tu as le propriétaire, payeur, bénéficiaire, en gros, là, puis OK. assuré, comme Fait partie. que je vais. OK. Sauf que là, tu as mentionné d'autres éléments. Le titulaire, est-ce que c'est la même personne que le propriétaire? OK. Ouais, c'est Propriétaire, titulaire, Ouais, that's it. c'est des synonymes. Parfait. Propriétaire et assuré, comme là, dans l'exemple qu'on donnait, je veux dire le parent. Fait que dans le fond, le parent, à un moment donné, est assuré, Ouais. il est propriétaire. Est-ce que le propriétaire peut être différent de l'assuré? Oui, cas classique, tu as une compagnie de gestion qui prend une police sur la tête de son actionnaire. La compagnie est propriétaire, payeur, bénéficiaire. L'actionnaire, c'est l'assuré. OK. Ouais, ouais. Puis s'il n'y a pas de société, ça pourrait être comme par exemple, là, je sais que moi, qu'il y a un de mes amis qui fait des. C'est pas une vraie situation, mais j'ai un de mes amis, je sais que lui, ce qu'il fait dans la vie, il est casse-cou. Puis il a un style de vie qui est la high life. Puis je m'attends à ce que d'ici 10-15 ans, ça se peut qu'il nous quitte. Mm. Je pourrais prendre une assurance vie sur lui. Oui. Oui. Oui, ça te prend un intérêt d'assurance qu'on appelle. Fait que le Code civil demande à ce qu'il y ait un intérêt d'assurance. Ça veut dire quoi, ça? Faut que tu aies une raison d'assurer quelqu'un, logique. Ah, il est casse-cou? Je m'attends à ce qu'il se casse le Tu cou un peux jour. pas faire un pari, tu peux pas faire un Ah pacte non? sur succès. Ah, OK, ça, c'est intéressant. Non, tu peux pas faire ça, t'as pas le droit. Tu peux pas faire Ah! ça. Non. Fait que, C'est une situation hypothétique, je suis à dire. Je ne voulais pas Ouais, faire ouais, un non, pari mais- sur personne autour de moi. non, mais c'est qu'on peut. Sauf parce- peut-être une personne. Non, C'est c'est pas vrai. c'est que la logique est morale, et d'un. Et deuxièmement, c'est très logique. Si tu veux pas. Quand tu prends une police d'assurance, c'est que le but, c'est que tu gères un risque. Qui dit risque, dit quelque chose de négatif. Le but, ce n'est pas de commencer à prendre des polices sur la tête du monde pour faire des bêtes. OK? Puis il faut que tu sois en moins bonne posture si la personne décède que si elle ne décède pas. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu sais, faut pas que tu sois en train de t'enrichir sur le dos de quelqu'un s'il décède vite. OK. Faut pas que tu aies. Faut pas, moi, j'achète une police, faut pas que j'aie hâte qui meure. Tu comprends-tu? Fait que faut pas, je peux pas aller à l'hôpital, aller dans les soins palliatifs puis dire comme bon, En plus- fait que là, on va commencer à prendre des Ouais, assurances c'est vie ça, sur tout le exact. monde ici. Mais en plus, ils Puis- seront pas assurables, et de un, mais juste moralement Je puis m'y légalement, ça attendais, marche mais- pas. Ça prend un intérêt, Ok. prend un intérêt d'assurance. Ouais. OK, Exact. ben, intéressant. C'est pas quelque chose que je savais. Parce que je sais que dans le milieu, j'avais déjà vu une fois des gens qui achetaient, quand il y avait des. Sont pour revenir dans le troisième podcast, mais des savoir si c'est possible ou non. Je l'ai vu une fois dans ma carrière. C'est des transactions. Et ils prenaient, dans le fond, on dit la personne vendait sa business, il y avait une Mm. assurance vie dedans. Mm. Soit que le vendeur ne voulait pas la conserver, Mm. ou que l'acheteur ne la voulait plus. Puis là, lui arrivait et disait OK, ben moi, je vais l'assumer. À condition de me mettre bénéficiaire. Ouais, là, il faut que tu aies un accord. Il faut que tu aies un accord pour faire ça, mais. Oui, tout le monde, Ça- toutes les parties disaient OK, c'est beau, Ouais, puis faut que il t'aies un accord. transférait, puis il continuait de la payer. Initialement, il y avait un intérêt d'assurance, oui. Normalement, c'est correct. le Initialement, c'est ça. Ouais. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis le groupe, c'était une couple de personnes ensemble qui faisaient ça. Puis Ouais. c'était vraiment ça qu'ils faisaient. Eux autres, ils allaient dans tous les deals. Ils disaient OK, l'assurance vie, voulez-vous la garder? Non, personne ne veut la garder. Ouais. Nous, on est prêt à l'acheter. On est prêt à assumer les primes et à payer les conséquences Ouais, de la sortie. ouais. Puis j'ai vu ça une fois, j'ai jamais vu ça après. Mais là, ce Ouais. que tu me disais, je me demandais si c'était Ben, je rentrais légal pas. ou non. Faut faire attention avec ça parce que tu sais, c'est quand même. C'est des connaissances quand même spécialisées sur les transactions. Mettons, je dirais sur le marché secondaire des polices. Faut faire attention. C'est comme. Oh, oui, ben écoute, c'est pas. Mettons que c'est pas pratique courante. Puis un coup que j'ai mis quelqu'un bénéficiaire. Donc, par exemple, j'ai mis ma conjointe bénéficiaire de mon assurance vie. Mhm. Malheureusement, si on se fie aux statistiques, après un certain nombre d'années, ce n'est plus ma conjointe. Mm. Est-ce que je peux la remplacer? Oui, si c'est pas une bénéficiaire qui est irrévocable. Parce que quand tu fais ta désignation de bénéficiaire, tu peux dire que c'est révocable, donc tu peux tout changer comme propriétaire. Ou irrévocable. Ça veut dire que si tu veux changer ta conjointe de bénéficiaire, il faut que tu aies son accord. Mais plus souvent qu'autrement, OK. c'est irrévocable. Tu vas dire bénéficiaire révocable pour que toi, comme propriétaire, tu aies le plein droit sur c'est à qui ça s'en va cet argent-là. OK. Fait
Fait que si jamais, justement, un couple discute puis qu'un dit « Hey, je voudrais prendre une assurance vie sur ta vie puis je voudrais que tu me mettes bénéficiaire irrévocable. Ouais. » Oh! Ça serait... Ouais. Je sais que je ferai des sujets que je vais peut-être créer de la Ouais. chicane. Il y Pour a avoir- peut-être une couple qui vont regarder leur contrat d'assurance vie comme « Ouais. Hey! » Il pourrait avoir. Normalement, ça va être révocable. Pour avoir des petites exceptions, là, mettons dans un jugement de divorce, là, qu'on va vouloir assurer une pension alimentaire, que là, il va y avoir une clause d'irrévocabilité dans ton jugement de divorce. Mais à part de ça, non. C'est bien rare. OK, c'est bon. Tu sais, ça va loin, là, mais. Non, mais- non, ben c'est... Il y a au moins une personne qui va aller vérifier son contrat d'assurance vie en regardant le podcast. Demandez à votre conseiller. Si, mettons, vous avez déjà une police, écrivez un courriel ou appelez-le. Dites, hey, mon contrat, ma désignation de bénéficiaire est faite comment? Puis il va vous le dire. Puis après ça, agissez en gros, selon la réponse. Fait que ça pour dire, je fais un recap. J'ai le propriétaire de la police, qui est la personne qui a un intérêt, qui va ordonner, si tu veux, qui va faire la commande de la police. Tu as l'assuré, puis tu as le bénéficiaire. Tu as le payeur aussi. T'as le payeur aussi. Le payeur peut être une autre personne aussi. OK. Ouais, tout à fait. Mais Normalement, le payeur, normalement, je veux c'est dire... le propriétaire. Ouais. C'est le propriétaire, parce que je vois pas pourquoi je paierais l'assurance vie de quelqu'un d'autre. Je suis pas propriétaire, pas bénéficiaire, puis je suis pas assuré. Dans des cas corpo pour des raisons de cash flow, mais là, tu as des enjeux d'avantage. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement. Ouais. OK. J'ai déjà entendu le mot des assurances vie participatives. Mhm. Ça, ça revient un peu à ma question des familles. Tu m'as dit qu'il y avait juste 2 grandes familles. Fait que ça serait une sous-famille? Oui, c'est une sous-famille de contrats permanents. OK, fait que c'est dans les contrats permanents, Ouais. sous-famille. C'est pas mal le produit le plus complexe. L'assurance vie participative. Es-tu capable de simplifier ça? Ouais, le plus Admettons, possible. là, Oui. top chrono, là, t'as 3 phrases pour me dire, tu as le droit à 2 virgules. 3 phrases, 2 virgules, OK. me dire c'est quoi? Ça va manquer de nuances et de rigueur intellectuelle, mais mettons, le macro va être là pareil. Là. C'est une police permanente, donc qui couvre à vie. On paye une prime. Il y a une partie de la prime qui. Il n'y a pas de séparation. Là. Il y a une partie de la prime qui paye l'assurance. Il y a une autre partie de la prime qui s'en va, entre guillemets, dans le déplacement. Puis le capital d'essai, vu qu'il y a du rendement dans le contrat, augmente. Parce qu'à l'intérieur de la police, il y a des rendements, il y a des intérêts, mettons, qui se créent. Ça vient acheter du futur capital d'essai. Puis vu qu'il y a du placement dans le contrat, tu as une valeur qui, de différentes manières, est accessible du vivant également. Fait que c'est un placement. Ouais, c'était quand même bien. C'est un placement mélangé avec l'assurance. OK. Est-ce que je peux reformuler, voir si j'ai bien compris? Vas-y donc. Je suis un bon étudiant. Je vais te donner ta note après, si c'est bon. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 2 autres podcasts pour augmenter ma note. Ah, c'est bon, t'as raison. Donc, c'est quand je commande une assurance vie permanente, mais que dans mon assurance vie permanente, il y a une composante placement qui génère des rendements, je présume, à l'abri de l'impôt. C'est une police exonérée. Oui. Oui, fait que c'est à l'abri de l'impôt. Fait que là, je me retrouve que j'ai une assurance vie qui a l'assurance normale avec mon capital, on va dire 1 million. Et qu'en plus, j'ai des placements qui génèrent de l'argent libre d'impôt, qui vient s'ajouter à mon capital si je décède. Et si j'ai fait une bonne planification, il y a peut-être des stratégies fiscales pour bénéficier de la portion placement de mon vivant. Oui. Puis là, il va y avoir de l'impôt là-dedans. Non. Oui, ça, on concept. va pas dire tout de suite. On va être dans le 3e épisode qu'on va parler s'il y a de l'impôt ou non là-dessus. Ton explication, je te dirais même qu'elle est meilleure que moi au niveau de comment tu as résumé et tu as simplifié. Sérieusement, c'est sa coche. Ouais. C'est littéralement ça. Paraît pas, mais je fais ça dans la vie, à l'UQAM. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. OK. Merci. Puis le pire, c'est que c'est vrai que participatif, je n'étais pas trop sûr c'était quoi tout. Fait que j'ai vraiment. Je me suis fié à la tienne. Ça peut être un rabbit hole solide en passant, là, mais. J'en doute même pas. Juste le domaine des assurances. C'est le domaine des assurances. En fiscalité, bon, on en a déjà parlé des premiers podcasts. Il y a différents types de fiscalité. En gros, les grosses familles, impôts, taxes, douane. L'international. L'international, prix de transfert, R&D. Puis quand tu rentres dans l'impôt, je trouve que tu as plusieurs sous-familles aussi, où ce que là, ça devient de l'art, je pense, quand tu prends cette niche-là. Le décès, succession, tout, je pense que c'est de l'art. L'agriculture, c'est de l'art en soi. Les assurances, tu ne peux pas être un généraliste. Je ne croirais jamais quelqu'un qui me dit qu'il est fiscaliste et qui me dit « Moi, je suis spécialiste en agriculture, je suis spécialiste en assurance vie, je suis spécialiste dans les réorganisations, je suis spécialiste en conformité. » Non, t'es pas spécialiste, tu fais juste plein d'erreurs puis tu le sais pas parce que t'es pas fait auditer. Mais tu peux pas être bon dans tout ça, c'est impossible, il y a beaucoup trop de choses à penser. Fait que bref. Mon autre question, mais je pense que mes 2 autres questions, tu les as répondues, je crois. Laquelle est le mieux entre permanente et temporaire? Ça dépend, mais celle que tu favorises pour généralement, parce que c'est pas assuré, c'est pas, on s'entend, dans tous les cas, allez toujours voir votre conseiller, mais généralement, pour monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont pas des millions, puis tu le quittes, puis que leur objectif, c'est un objectif limité, ça serait de l'assurance vie temporaire. Tout à fait.
Tout à fait. Ouais. Fait que ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi du monde qui va regarder leur contrat et dire Hey, moi, je voulais avoir quelque chose juste pour 20, 30 ans, puis je vais se retrouver que j'ai de la Ouais. permanence. C'est-tu la bonne affaire? Si tu me permets, je vais juste peut-être faire un petit détour sur Monsieur, Madame, tout le monde avec le temporaire. Là. Vas-y. Oui. Oui, mais il y a peut-être un argument en faveur quand même d'une petite permanente pour la raison suivante. First, faut pas que ça soit, mettons 1000, 2000 pièces par année, tout dépendant. C'est pas une affaire à 15, 20 000 par année. Là. Mettons 1000 à 2000 pour donner peut-être un 25, 50 000 de capital d'essai permanent qui, peu importe le moment du décès, va aller au conjoint survivant puis qui n'aura pas besoin d'attendre le règlement de la succession parce que ça prend du temps de régler une succession. Fait que, ça ferait, mettons, un 50 000 pièces libre d'impôt qui rentre en désignation de bénéficiaire. Fait en une couple de semaines, c'est super rapide, pas imposable. Yeah, that's it. Mais c'est dans ce concept-là, ben, la permanente, ça ne va pas défaire le budget. Là, tu comprends? Je comprends. Mais le gros du budget d'assurance en assurance vie pour la plupart des gens, ça devrait être temporaire. C'est ça qui, à court terme, est le plus efficace. That's it. C'est juste J'adore. là-dessus. Là. Ouais. J'aime la précision que tu viens Ouais. d'apporter parce que je la trouve logique. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je suis en train de me demander, je vais pas aller me chercher une permanente. Là. Fait que, bon, Mais c'est logique, mais oui. Mais il faut pas que ça soit cher. Là, tant que ça. Ouais. Fait que les assurances vie, ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs qui ont du cash. Non. OK. Est-ce que je peux créer de la richesse intergénérationnelle avec l'assurance vie? On peut. Mais on peut faire ça avec d'autres actifs aussi. Parce que aussitôt que tu as un patrimoine qui a une valeur qui peut continuer à prendre de la valeur, ben, tu peux structurer, tu peux faire ton setup pour t'arranger que ça soit légué, tu fais un geste successoral, plein d'affaires que tu connais évidemment. Là. Mais l'assurance vie, oui, sachant, puis là, on va y aller dans les autres épisodes plus en détail d'un point de vue mathématique, là, mais sachant que l'assurance vie, les rendements croient à l'abri de l'impôt pour le propriétaire, le capital d'essai est versé sans impôt, on peut ressortir de l'argent d'une compagnie essentiellement sans impôt. Le cash qui rentre dans une compagnie d'un capital d'essai peut ressortir sans impôt. Vu que c'est super fiscalement avantageux, ben oui, ça favorise la rentabilité au décès. Et donc, oui, on peut s'en servir pour faire de la planification multigénérationnelle. Puis, on en parlait tout à l'heure avant le podcast, là, on peut faire un roulement aussi des polices d'assurance vie sans impôt. Il y a des critères, là, mais c'est possible d'avoir une police qui a du placement, puis à ton décès, le placement de la police, transférer ça à, mettons, un enfant. Si l'enfant est assuré, on peut rouler ça à l'enfant puis il n'y a pas d'impôt. Là, je t'ai entendu souvent parler de capital d'essai, de primes. On parlait tantôt un petit peu de placement. C'est quoi les concepts ou les composantes clés d'une assurance vie? C'est quoi les termes généraux qu'on doit savoir justement pour ne pas se mélanger quand on parle de primes, quand on parle de capital, quand on parle de... Les acronymes, c'est ça, la le CBR, la JVM. Tu peux-tu... J'en ai 4 en tête. Ouais. J'aimerais ça que tu me les distingues. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'il y en a pour le reste des questions si on regarde ça pour le prochain épisode. Okay. Donc, le premier, la prime. Mm-hmm. Ça me paraît assez simple, mais peux-tu me dire, la prime, ça inclut quoi? OK. La prime, c'est le montant... en gros, là, c'est le montant minimal qui, contractuellement, tu dois verser à l'assureur à chaque année. C'est le minimal. Tu peux verser plus. Oui, il y a des contrats qu'on peut verser plus, faire des dépôts supplémentaires, par exemple, qui, normalement, vont dans le displacement, là, mettons. Fait que la prime, c'est le montant que l'assureur te charge à chaque mois ou à chaque année pour respecter ton engagement. Fait que c'est le montant que tu payes pour te couvrir, essentiellement. Okay. Vas-y. Capital. Capital d'essai? Ça, c'est le montant assuré, qui peut soit être fixe ou croissant, tout dépendant. OK. C'est le montant que je vais recevoir à mon décès. En fait, pas toi parce que tu vas être mort, mais... Ma succession. Ta société par action, c'est une GESCO qui va liquider, puis blablabla. Peu importe le bénéficiaire, c'est le montant qui va être versé à mon décès. Oui. C'est la prestation assurée, la prestation de décès, le capital d'essai, toute la même affaire. C'est compliqué, mais il me semble qu'on voit tant dans les films des histoires d'horreur que les assureurs refusent de payer le capital d'essai. Non, c'est parce que s'il y a des fausses déclarations, ça peut être un peu plus tannant, là, mais c'est... Normalement, en droit de l'assurance, tu as un principe de bonne foi. Là. Fait que tu as le principe de bonne foi qui protège le monde. Mais pour vrai, tu as une preuve de décès, tu es décédé, ils vont payer. Il n'y a pas d'affaire quand c'est un suicide, tu n'as pas le droit. 2 ans. Ouais. OK. Les 2 premières années d'un contrat, c'est 2 ans. Tu as une clause, tu as de l'incontestabilité pendant 2 ans, puis tu as une clause suicide pendant 2 ans aussi. Ouais, c'est normal. OK. Fait que quelqu'un qui s'enlève la vie après 2 ans, techniquement, tout dépendant, il faut aller lire le contrat. Normalement, les bénéficiaires pourraient quand même toucher l'assurance vie. Ouais. Okay. Mais les 2 premières années, non. C'est pour s'assurer que tu fasses pas comme tu prends le contrat le lendemain, tu t'enlèves la vie. Puis exactement.
Fait que OK. tu as la prime, qui est le montant qu'on verse, minimum. Ouais. Tu as le t'as le Capital capital d'essai. assuré, capital d'essai, Le CBR, c'est base. quoi ça? le coût de base rajusté. Coût Ouais. de base rajouté, CBR. OK, parfait. Qu'est-ce que Ça, ça mange en hiver? OK. Les comptables et fiscalistes qui nous écoutent, ça s'apparente au PBR. Qui est le prix de base rajouté d'un bien. Ouais. Le coût d'un bien. Ouais, c'est la base fiscale d'un contrat d'assurance vie. Est-ce que c'est dans le fond le cumul des primes que j'ai payées? C'est le cumul des primes diminué du coût d'assurance. Ça a l'air compliqué, ça. Ouais, c'est les primes que tu payes. C'est le cumul des primes qu'on paye moins ce qu'on appelle le coût net d'assurance pure, qui est défini par règlement, qui est essentiellement, ça c'est technique, là. C'est, toi, tu payes des primes, là, puis à chaque année, il y a un coût théorique à te couvrir. OK? Puis, mettons, je te résume simple comment ça marche, là. L'année 1, tu es couvert pour 1 million, mais mettons que cette année, ta probabilité de décès, c'est 1 Fait que ton espérance mathématique par rapport à ce million-là, c'est 10 000 Fait que 1 d'un million, c'est 10 000. Ouais. Fait que ton coût net d'assurance pure théorique, c'est 10 000. Mais si tu as payé 30 000 de prime l'année 1, mais que ton coût d'assurance l'année 1, c'est 10 000, ton CBR l'année 1, c'est 20 000. Pourquoi? Parce que. C'est quand même bien expliqué, ça. Ouais. Ouais, c'était ouais. good job. C'est la Ouais. première fois que je le comprends. Ouais, je suis habitué un peu. C'est bon. mais merci, c'est gentil. Mais pour vrai, c'est. Puis la logique, c'est, mettons, ta base fiscale, c'est ton montant net que tu peux retrouver. Ça ressemble aussi. En tout cas, des fois, ça ressemble aussi. C'est comme un mélange du capital versé puis du PBR, là, mais mettons qu'on garde le PBR. Tu peux normalement monétiser ton PBR sans impôt, sous réserve de blanc. J'embarque pas 84.1 et tout ça. Là. Même pas 84, mais en tout cas, d'autres. Tu l'avais gardé simple. Là, tu es en train de le complexifier. Ouais, là, je reviens. Arrête ton exemple à ça, c'était super ouais, bon. je reviens. Fait que c'est des primes que tu payes moins le coût théorique que ça t'a coûté. OK? Puis le coût théorique, ben, c'est ton pourcentage que tu as le droit à ton capital d'essai qu'on vient enlever. Puis j'imagine que c'est cumulé avec le temps. Oui, c'est ça, exactement. OK. Puis ton CBR, en fait, dans toute transaction qui se produit dans un contrat d'assurance vie, c'est ta pierre angulaire pour calculer les impacts fiscaux. OK. Mettons, c'est ça. Dernier point qui est la JVM, la juste valeur marchande d'une police d'assurance vie. Dans ma tête, je me souviens, moi, quand on parlait de JVM, je suis comme, ben, la valeur d'une police d'assurance vie, c'est combien je vais recevoir à mon décès. Non. Mais c'est ça, c'est non. Là, je sais que c'est un calcul actuariel, fait que je te demande pas de rentrer dans le détail du calcul, mais juste le concept. En fait, c'est ta valeur actualisée de ton capital d'essai, ajustée selon ton espérance de santé, essentiellement. Là. Parce que, dis-toi, là, OK, ça, je ne suis pas un actuaire en passant, là, mais la logique, c'est la suivante, c'est que un contrat en date du jour, mettons que tu as 40 ans, 1 million de capital d'essai. Si tu es en bonne santé, ton million de capital d'essai va être versé probablement dans 50 ans. OK? Mais 1 million dans 50 ans, actualisé aujourd'hui, selon des hypothèses que les actuaires ont et tout, ça vaut combien? Puis si tu es en bonne santé, mais probablement que ton million va être versé vers l'espérance de vie ou peut-être même plus. Fait que dans le calcul d'actualisation, la juste valeur marchande, c'est pas mal ça. C'est combien en théorie, il faudrait que je paye aujourd'hui pour dans 50 ans, mettons dans cet exemple-là, avoir 1 million. OK? L'affaire qui arrive, c'est que là, tu es en bonne santé. Mettons qu'on se reparle dans 2 semaines, tu as appris que tu as le cancer puis tu ne le savais pas, tu n'es pas en bonne santé. OK, mais ton million, c'est pas dans 50 ans, tu vas l'avoir sur le quand? Dans 10 ans. Oh! Là, ton calcul est différent. Ton million, tu vas l'avoir bien plus vite. Ta valeur est beaucoup plus élevée. Ta valeur est pas mal plus élevée, effectivement. OK. Ça, on a établi les 4. La juste valeur marchande, la JVM. Tu as la valeur de rachat que tu n'as pas nommée aussi. C'est vrai, la valeur de rachat, j'ai oublié. Un autre terme. Un autre affaire. Tu as la valeur de rachat qui est au contrat. Si tu dis à l'assureur, j'annule mon contrat, combien tu me donnes? C'est ce que l'assureur va te donner pour ton contrat. C'est le montant que tu as le droit de recevoir si tu annules ton contrat, essentiellement. Annule slash fait que la valeur de rachat, fait que ça, c'est un montant que je vais recevoir. Si tu décides de racheter totalement ou partiellement ton contrat. Ouais. Fait que c'est pas un montant que je dois payer. C'est un montant que l'assureur va me donner. Ouais. C'est la composante, grosso modo, placement du vivant du contrat. S'il y en a une dedans. S'il y en a une, exactement. Ce n'est pas la juste valeur marchande. Des fois, le monde nous... Non, c'est une autre chose. C'est deux affaires. C'est deux choses distinctes. C'est deux. La valeur de rachat, c'est en rapport avec l'assureur. C'est toi avec l'assureur. La JVM, c'est toi par rapport à ta santé, par rapport au marché. C'est ça la différence. Je pense que tu as dit 2 fois JVM. La valeur de rachat, c'est moi et l'assureur. Puis la JVM, c'est l'assureur. La valeur actualisée de ton capital d'essai selon ta santé. Bon. Exactement. Fait que j'ai coût de base rajouté, valeur de rachat, JVM, capital d'essai, mes primes. OK. Ouais, c'est ça. Là, au moins, on a établi les différents concepts. Les dernières questions, si tu me permets, on va y aller un peu plus en rafale, parce que je trouve quand même pertinente.
J'ai déjà entendu que les suggérer de faire assurer notre enfant, avant même qu'on rentre là-dedans, toutes les composantes qu'on vient de nommer, Ouais. ça s'applique juste aux permanentes ou aussi aux temporaires? Tous les assureurs, tous les produits, là, mais une temporaire, tu n'as pas de valeur de rachat. Mais tu OK. peux avoir une juste valeur marchande, là, il y a des nuances. Là. Il y en a qui disent Ouais. qu'il n'y a pas de temps parce que c'est temporaire, blablabla. Mais en tout cas, tu sais, oui, OK. ça s'applique à tous, mais il y a des contrats, il y a des valeurs que c'est à zéro. Mettons. C'est donc dans les temporaires, normalement, il n'y a pas de. La JVM devrait être faible, il n'y a pas de valeur de Ouais, rachat. t'as pas de valeur de rachat, je viens en théorie faible, mais tu as quand même un coût de base rajouté, tu as quand même un capital d'essai, tu as quand même une prime à payer, Ouais. etc. Ouais. Euh, j'ai déjà entendu dire que les suggérer de faire assurer notre enfant dès sa naissance pour lui donner une permanente parce que ça coûterait moins cher parce que là, veut pas, Hum, hum. la prime serait comme répartie sur sa durée de vie au complet. Euh, T'en penses quoi? En théorie, t'as-tu besoin d'assurer ton enfant? T'as-tu un vrai besoin d'assurer ton enfant? La réponse, peut-être pas, là. À moins que tu me dises, ouais, si demain matin, mon nouveau-né décède, je vais être défaite émotivement, ce qui est probablement le cas. OK. Je te le confirme. Bon, ben, fait que tu as, peut-être un désir d'assurance dans ce cas-là pour te dire, bon, ben, si jamais mon enfant est plus là, j'aimerais ça peut-être avoir 100 000 qui rentrent pour juste, parce que je serais peut-être pas invalide, mais presque. Juste. Bon, fait qu'on. Effectivement. Il y a Fait des qu'on. chances que je puisse pas répondre à Ouais, ta question fiscale le tu lendemain. comprends? Ben, c'est ça. Fait que ça se peut. Bon, j'ai-tu un besoin? Oui, OK, parfait. Parce qu'encore une fois, il faut qu'il y ait un intérêt d'assurance. Il faut qu'il y ait une logique de pourquoi je veux couvrir cette vie-là. Tu comprends? Mais au niveau des primes, que tu le prennes à 1 an ou à 10 ans, pour vrai, ça va s'assembler. Là. C'est juste que tant qu'à. Si tu as l'argent-là, tu peux le faire tout de suite. Puis si tu prévois léguer cet argent-là dans 2, 3 générations pour faire une stratégie multigénérationnelle. Admettons, c'est ça l'objectif. Là. Ouais, Dans le tu but de pourrais. faire un transfert intergénérationnel Ouais. à mes petits-enfants qui sont Ouais. même pas encore nés, Ouais. parce que je viens d'avoir mon enfant, Ouais. est-ce que je suis avantagé à assurer mon enfant dès sa Ouais. naissance dans le but que quand lui décède, mon petit-enfant est de quoi? Uniquement dans le but de créer de la Oui. richesse À intergénérationnelle. cause de la valeur temps de l'argent, oui. Parce que le même, mettons, 2000 pièces par année ou 5000 pièces par année, peu importe que tu fais là versus dans 15 ans, ben ton 2000 pièces que tu as mis dans le contrat tout de suite va valoir plus cher à cause du rendement composé dans la police que dans 15 ans. Est-ce que c'est une absolue nécessité? Non. Pour vrai, dans des concepts de même, on rentre vraiment dans du désir. Là. Oui, Euh, il faut que tu aies le moyen. ouais. C'est pas une nécessité. Non, C'est mais un- ça peut être intéressant parce que, comme j'ai dit tantôt, je pense, tu peux rouler une police permanente. C'est les placements dans une police permanente que, mettons, toi, t'es père. Mais ça, on s'en est parlé avant le podcast, mais on va rentrer dedans. Ah ouais, OK. Mais en tout cas, bref, Si on rentre des planifs, on va regarder ça. tu peux pour, rouler de l'assurance à des enfants sans impôt là, si tu respectes des critères. Fait que ça peut être intéressant, mais encore une fois, monsieur, madame, tout le monde, non. Quelqu'un de bien nanti à regarder. Ouais. euh, à quel âge tu suggères de commencer à regarder des produits d'assurance pour soi-même? Parce que des fois, Ouais. j'en ai vu des jeunes entrepreneurs qui se faisaient approcher par des courtiers en assurance vie. Puis c'était comme, ah, ça te prend une assurance vie. Puis le gars avait comme, ou la fille, avait comme 24-25 ans. Mm. Puis je suis comme, écoute, 24-25 ans, je suis pas expert en assurance vie, mais il me semble, c'est jeune pour commencer à aller chercher une assurance vie au cas où que tu décèdes. Mais Mais c'est pas une question d'âge, je pense. Je pense que c'est une question de. T'es rendu dans la vie. Là. Si t'es locataire, t'as pas d'enfant, t'as pas d'enjeu d'impôt décès, t'as-tu besoin d'assurance? Non. Après ça, il faut se dire, bon, ta vie va-tu changer dans les prochaines années? Peut-être. Maintenant, si ta vie change dans les prochaines années, que ça se peut que tu t'achètes une maison, que tu achètes une business, que tu sois un repreneur, etc., que là, dans 5, 6, 7 ans, il y a des chances que ça change. On peut poser la question. Là, mettons, tu es en bonne santé, oui, ça te tente de le prendre d'avance. Puis si jamais tu n'es plus en bonne santé, c'est pas grave parce que tu l'as d'avance. Après ça, c'est à toi les oreilles. Tu sais, c'est comme, veux-tu couvrir le risque que ton assurabilité change? Mais en théorie, là, mettons dans mon exemple, tu n'as pas le besoin. Mais tu sais, moi, j'ai des clients qui ont 25 ans et ils font des millions par année parce qu'ils sont en business. Là. Tu comprends? tu disais au début que tu avais 32 ans. Est-ce que toi, tu es assuré? Oui, j'ai l'assurance. OK, c'est bon. Ah, écoute, tu sais, des fois qu'on est mal chaussé, c'est comme, ah non, moi, j'en ai pas. Non, je suis en business et tout. Fait que, tu sais, besoin perso, besoin corpo, là, mais oui, assurément. Assurément. Euh, Puis là, on en a parlé un petit peu, ça aurait été des questions. Qui a le droit de vendre l'assurance vie? Parce que je sais qu'il y a différentes catégories Ouais. à l'AMF. Et puis là, peut-être juste rapidement, c'est-tu tous les conseillers en sécurité financière qui peuvent vendre l'assurance vie? Mhm. Oui. OK. Assurément. Ça prend ton permis de conscience sécurité financière, puis un contrat avec l'assureur aussi. Parce que c'est pas. Il y a des conseillers qui ont le droit de vendre un seul assureur. Il y en a qui ont quelques assureurs, puis il y en a qui peuvent travailler, mettons, avec 15 assureurs, mettons, différents. Fait que ça te prend vraiment un contrat de distribution avec la compagnie d'assurance et ton permis. Euh,
On en a parlé un peu tantôt, quelqu'un qui vient de voir qui dit qu'il vend le même produit à tout le monde parce que c'est un produit miracle qui vient de sortir. C'est un petit red flag. Ça Ouais. veut pas dire que c'est pas bon, mais c'est un red flag. Mhm. As-tu d'autres red flags pour reconnaître un courtier en assurance vie qui dit de la bullshit? On va dire les vraies affaires, là, un bullshitter. Là. As-tu d'autres red flags? Quelqu'un qui dit faut que tu achètes de l'assurance vie pour sortir de l'argent de ta compagnie sans payer de l'impôt. Ah, C'est ça, mais ça, c'est genre, ben, c'est parce, en tout cas, comme fiscaliste, je suis comme, oui, mais il manque de nuances incroyables. Fait que ça, c'est le premier red flag. Quelqu'un qui gagne moins que 100 000 qui se fait recommander de l'assurance vie permanente de plusieurs milliers de dollars de primes par année, ça, c'est un red flag aussi. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de dette, qui n'a pas de visée philanthropique, c'est comme. Faut se poser la question, cette personne-là, si elle décède, qu'est-ce qui se passe? Puis s'il ne se passe rien, mais crime, ça se peut que tu n'aies pas besoin d'assurance. Là. Tu comprends? Puis la dernière question, celle-là, il y a peut-être des gens, des employeurs qui vont pas être contents. Les assurances vie qui sont offertes par nos employeurs, t'en penses quoi? Je suis pas un gars de collectif, mais je sais que souvent les couvertures, mettons, si tu viens à 2 fois le salaire et tu as des limites, là, souvent c'est pas assez. Là. Même si tu as un gros salaire, là, mettons, tu peux avoir un collectif qui dit ben, jusqu'à 150 000 de salaire, je te couvre, puis mettons que tu as 2 fois le salaire dans ton collectif, fait que tu aurais 300 000, tu es comme 300 000, c'est beaucoup. Ouais, pas tant, là, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as besoin d'assurance vie. Faut que tu remplaces ton revenu pendant une couple d'années pour ta famille, faut que tu couvres tes dettes. Fait, il va t'en manquer. L'assurance vie dans du collectif, il va en manquer presque à coup sûr. Là. Puis, Mais ça, j'avais déjà vu dans ceux-là qu'il fallait que tu. Je sais pas si c'est dans tous les cas ou si c'est moi qui ai peut-être mal lu, mais j'avais lu dans des clauses qu'il fallait que tu meurs comme sur les lieux du travail. Tu sais, que ça fonctionnait pas si tu mourais comme chez vous une fin de semaine random. Il y avait des conditions pour y avoir droit, puis des conditions, c'est que ça soit dans l'exercice de tes fonctions. Non, je pense pas. Là, c'est comme à valider, là, c'est toute réserve. Là, encore une fois, je suis pas un gars d'assurance collective, là, mais normalement, c'est pas limité, mais il y a peut-être des collectifs spécifiques qui vont limiter. Mettons, ils vont dire que c'est moins cher, mais c'est très, très limité. Là, mais allez voir demandez à vos ressources humaines votre contrat d'assurance collective. Ça, je demandais de le faire. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un que j'y avais demandé. J'ai dit, écoute, valide donc, exemple, parce qu'il avait, non seulement il avait pris une assurance vie avec son employeur, mais il l'avait bonifié. OK. Fait qu'il y avait vraiment comme ça, puis ça coûtait une coupe de, on va dire 2-3 000 $ par année. Mais pour une assurance vie d'employeur, puis j'ai dit, écoute, moi, je pense qu'à ta retraite, t'es même plus couvert. Puis qu'un coup, tu vas quitter ta job, tu vas plus couvert ni rien. Puis lui, il était sûr qu'il allait léguer ça à ses enfants après, puis tout. Puis je disais, appelle tes ressources humaines. Puis effectivement, il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, j'ai contacté mes ressources humaines, t'as raison. Je prends ma retraite dans 3 ans. Comme, sous toute réserve, je ne vais pas mourir dans 3 ans. Puis à partir du moment où je prends ma retraite, mon assurance vie est plus bonne. OK. Puis, des fois, ça se transporte, là, mais bref. Parce que quand il a appelé ses RH, il l'a annulé. Je n'ai pas parlé avec les RH, je ne sais pas si c'était transférable. Mais... Toutes ces affaires-là, c'est un autre avantage d'avoir un contrat à toi aussi. Là. C'est peu importe où tu travailles, ben, ce contrat-là, il est portable. Là. Fait que ton assurance vie temporaire, mettons que c'est à toi. Là. Fait que peu importe ta job, si ça change, c'est ton contrat. T'sais. Ça te suit peu importe où tu vas. Là. Je te remercie beaucoup, Simon. Ça fait plaisir. C'était très intéressant comme mise en bouche. On prend une petite pause. Cool. Puis, écoute, on va lancer ça sur un deuxième podcast, parce que là, on va plus s'attarder sur justement les produits d'assurance vie et les conséquences fiscales. Excellent. Ça va être un petit peu plus technique, mais on va essayer de garder ça le plus vulgarisé possible. De vulgariser le plus possible, excusez. Je vais faire attention à comment je parle. Et fait que c'est ça. Fait que, bref, merci beaucoup. Fait que, évidemment, tu restes avec nous. Yes. Après avoir fait tout ce chemin-là, on va te garder pour une couple d'heures. On reste dans le sud. That's it. Salut là. Donc, merci à tous. En espérant que vous avez apprécié cet épisode. Et n'oubliez pas, partie 2 qui s'en vient dans le. Merci.